Alors, pour finir cet après-midi, avec cette masterclass sur les sciences cognitives et l'apprentissage et la formation, deux expertes, une docteure en psychologie. Oui. Et une experte en sciences ingénierie cognitives pédagogique et en ingénierie pédagogique, avec une nouvelle approche, des nouvelles clés. Vous allez repartir avec beaucoup de clés cet après-midi. Les poches sont grandes. 25 minutes et encore un petit peu de temps pour les questions. À vous, vous avez le relais ici et je viens vous challenger. Merci Yannick, merci beaucoup. Alors en effet, on va revenir avec de nouvelles clés en neuropédagogie, mais on va essayer de les interroger sous peut-être un autre angle et avec la problématique qu'on se pose au quotidien dans nos missions, notamment de conception de parcours d'apprentissage. Cette problématique, donc, à l'heure des apprentissages hybrides, donc à l'heure des apprentissages vraiment hyper connectés, rapid learning, etc., on a une opportunité d'engager les apprenants et de les faire évoluer vraiment de manière durable. Et donc la question à laquelle qu'on va interroger, c'est comment faire qu'au-delà de l'action de formation, l'apprenant va se sentir en capacité d'agir et donc de mettre en œuvre, vraiment mettre en pratique les compétences qu'il aura acquises dans sa pratique et de l'intégrer vraiment sur la durée. Donc c'est ce qu'on va essayer d'interroger. Et on va voir notamment comment le design cognitif et la neuropédagogie vont nous aider à répondre à ces problématiques. Alors en effet, parce que à l'heure des apprentissages hybrides, bienvenue dans le retour des apprentissages hybrides, nous avons ici une opportunité de faire des nouveaux parcours, de redessiner les parcours pour les rendre engageants et mémorables. Et là où on a une opportunité à saisir, c'est qu'effectivement, quelle que soit la situation où vous mettez vos apprenants, que ce soit dans une situation en présentiel, en distanciel, en synchrone ou asynchrone, quelle qu'elle soit, si elle se répète encore et encore, ils s'habituent. En gros, c'est un peu ce que l'on expérimente dans toutes les situations dans la vie. Quand on se retrouve dans une situation qui se répète encore et encore, ma foi, on s'habitue. Et lorsque l'on s'habitue, qu'est-ce qui se passe? On finit peut-être par se lasser. Et qui dit lassitude, dit potentiellement un désengagement à plus ou moins court terme. Et ça, c'est une réalité cognitive et cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mécanique biologique qui s'appelle les effets d'habituation. C'est en soi une mécanique d'apprentissage qui a ses pour et ses contre. Et concrètement, comment ça se passe dans le cerveau? C'est que chaque fois que vous êtes dans une situation ou face à une information qui se répète encore et encore, eh bien les activités du cerveau sont de moins en moins sensibles. Elles vont diminuer. Et ça va se traduire par un effet de lassitude et de décrochage de l'attention et jusqu'au désengagement. Et concrètement, je vais vous donner un exemple. Comment ça peut vraiment venir challenger les méthodes dites classiques d'apprentissage. Alors voilà, une méthode que vous connaissez certainement tous, c'est la méthode de répétition. Eh bien, cette méthode de répétition, on sait qu'elle est efficace évidemment pour mémoriser, mais elle implique aussi un paradoxe. Certes, il y a des bénéfices dans la répétition. Vous le savez, ça consolide la mémoire, surtout si on l'optimise un petit peu. Ça permet également de créer des routines. Et ces routines, c'est sympa pour s'engager, pour se sentir confortable et confiant. Ceci dit, ça implique aussi les effets d'habituation dont j'étais en train de vous parler. Et comment ça se traduit, et je suis sûre que vous l'avez tous expérimenté dans différentes situations, c'est que le traitement des informations va être de plus en plus superficiel. Ça va conduire à un décrochage de l'attention et une insensibilité à des informations, y compris les feedbacks, entre autres. Donc, face à ce constat, comment optimiser les méthodes pédagogiques et les outils, surtout dans un contexte hybride? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de faire dans le cadre de notre partenariat entre Humans Matter et Créacog. En fait, on croise nos expertises pour vous aider à créer des parcours qui sont engageants et mémorables. Et pour ce faire, le croisement de nos expertises consiste à croiser le design cognitif, c'est ce que va vous présenter Aurélie, qui est donc ingénieure pédagogique et cognitive, et moi-même, qui vais vous présenter les apports de la neuropédagogie et comment ça s'imbrique avec le design cognitif
pour créer ces parcours. Et donc moi, juste petite parenthèse, je suis donc chercheuse, anciennement chercheuse dans le public en neurosciences et psychologie cognitive, et maintenant je suis consultante indépendante et je travaille notamment avec Humans Matter. Merci beaucoup Sandrine. Alors déjà, première question, qu'est-ce que le design cognitif? Alors très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une démarche collective et apprenante. On va être dans vraiment des démarches de co-construction basées sur les interactions sociales notamment, qui visent à développer les potentialités donc, cognitives et provoquer l'émergence d'usages durables chez l'humain et donc chez l'apprenant. Pour résumer, on va s'inspirer de l'ensemble des recherches et croiser les recherches en sciences cognitives, donc sciences comportementales, sciences sociales, neurosciences, et on va croiser aussi avec des méthodes de design, du design thinking, design d'expérience, etc. Et on va construire des outils, des méthodes donc, cognitives pour co-concevoir des solutions. En termes de pédagogie, comment ça va se traduire? Donc, on a construit une méthode en 4 étapes, donc une méthode d'ingénierie cognitive et pédagogique qui va nous aider, qui va aider l'ingénieur cognitif à construire des parcours. Donc, construire un parcours, ça veut dire orchestrer des différentes modalités d'apprentissage en fonction de ces différentes étapes pour respecter en fait le profil cognitif de l'apprenant et les différentes phases cognitives du processus d'apprentissage. Donc ces 4 étapes, alors on les retient sous l'acronyme ATTD. Donc ça va être l'ancrage. Alors vous avez peut-être l'habitude d'entendre plutôt le mot ancrage pour ancrage mémoriel en fin de formation. Nous on a vraiment le parti pris de dire que l'ancrage ça se fait dès le départ parce que c'est l'amorçage, c'est l'accroche et en fait c'est comment on va capter l'attention de manière durable pour faire un focus sur les objectifs de formation et ensuite faire en sorte que tout ce qui va être fait dans la formation va être attaché à ces éléments d'ancrage. Donc pour l'apprenant, c'est je saisis de quoi il s'agit, et je sais dans quoi je m'engage et on va voir ensuite quelles sont les méthodes neuropédagogiques qui nous aident à répondre à ça. Deuxième étape, c'est la transférabilité. Donc là, on est vraiment dans la transmission et l'acquisition des connaissances avec le fait pour l'apprenant de s'approprier les connaissances, donc de pouvoir les reformuler et de les mettre dans son propre contexte. La transposition, ça va être le fait de pouvoir généraliser, donc de faire un transfert de ces connaissances et compétences dans d'autres situations et contextes, et notamment des situations de métier. Et enfin, on a la dernière étape qui répond pour nous vraiment à cet enjeu que je disais en introduction, de comment on va faire pour, au-delà de la formation, de vraiment agir sur la capacité d'agir de l'apprenant, sa capacité d'apprendre et sa capacité d'intégrer les compétences, donc dans la durabilité. Donc c'est le fait d'intégrer ces compétences dans sa réalité en fait quotidienne. Donc ça va être les 4 étapes d'ingénierie pédagogique et cognitive. Et à chaque étape, évidemment, on va aller retrouver des méthodes et des techniques, notamment issues des neurosciences et de la neuropédagogie, pour construire les modalités pédagogiques qui vont répondre à ces étapes du processus d'apprentissage. Je te laisse la parole. Alors, on va vous montrer dans un tout petit instant à quoi ça ressemble, concrètement, un parcours et quelles sont les méthodes que l'on peut venir actionner et comment on peut les optimiser. Mais avant toute chose, juste... toujours à titre introductif, juste pour recadrer bien ce que nous on entend par neuropédagogie, en fait c'est un côté très très opérationnel qui se traduit par des méthodes, typiquement tout un ensemble de méthodes neuropédagogiques. Ces méthodes, elles ont au moins 2 grandes caractéristiques. Premièrement, elles sont centrées sur les capacitives de l'apprenant. Donc en gros, c'est vraiment de construire des parcours qui vont être centrés sur les capacités cognitives. Et concrètement, comment ça s'implémente? Eh bien, il s'agit d'optimiser les méthodes et les outils pédagogiques que vous utilisez de manière peut-être plus classique et traditionnelle, de les optimiser pour stimuler les mécanismes d'apprentissage du cerveau et notamment venir court-circuiter les mécanismes d'habituation dont je vous ai parlé au tout début. Et pour ce faire, en matière de stimuler, d'optimiser les méthodes pour faciliter l'engagement et la mémoire, on peut au moins définir 3 grands répertoires de méthodes neuropédagogiques. Juste pour les citer, pour les mentionner, premier répertoire, stimuler la motivation. Alors on en a déjà beaucoup entendu parler et vous allez voir comment la motivation, en l'occurrence, on peut venir la stimuler dès le départ, dans l'ancrage. Et ce, en modulant la dopamine qu'on a aussi déjà évoquée. Deuxième répertoire, réguler la charge cognitive. Alors la charge cognitive, c'est typiquement lorsque l'on va être justement en train de s'engager dans du contenu ou dans des tâches. En gros, ça va être comment justement moduler les activités, notamment du cortex, qui lui est dédié à traiter ce qui se passe dans l'environnement. Comment on va arriver à le moduler pour arriver à réguler la charge cognitive. Troisième répertoire, donner du sens aux apprentissages.
Et ça, on sent bien qu'il y a un aspect clé dans ce troisième répertoire qui va s'inscrire sur du plus long terme. Là, on est vraiment dans comment on ancre les comportements sur du long terme pour aider l'évolution de ces comportements de manière durable. Il va falloir donner du sens qui s'inscrit sur la durée, sans quoi on perd le sens de pourquoi on fait les choses, n'est-ce pas? Et là, on va travailler sur les connexions interréseaux. On est typiquement sur de la plasticité cérébrale. Et cette plasticité-là, qui se joue sur les réseaux à grande échelle du cerveau, ça prend du temps et ça passe par différentes méthodes, notamment au niveau des capacités, des compétences sociales que l'on va aborder dans un tout petit instant. Alors du coup, ce qu'on va faire là, c'est vous montrer des exemples concrets en reprenant du coup les 4 étapes du design cognitif. Et on va faire un focus alors sur une ou deux des étapes en fonction du temps qui va nous rester. Donc le premier focus est sur cette première phase d'ancrage, donc permettre à l'apprenant de saisir et de lui donner à la fois du sens et donner envie aussi de s'engager dans le parcours et de mobiliser son attention. Et donc là, on va travailler sur des expériences d'apprentissage qui vont stimuler donc la motivation. Alors effectivement. Pour la motivation, il y a donc, comme je vous le disais, tout un répertoire. Le mot d'ordre, celui que vous devez retenir, c'est que la motivation, on peut la stimuler dès le départ, notamment sur ce système dopaminergique. Ce n'est pas uniquement une histoire de récompense. Au contraire, c'est comment on anticipe le plaisir. Donc c'est tout un ensemble de méthodes qui va consister à anticiper le plaisir. Et là, le mot-clé, ça va être d'introduire de la variabilité dans les expériences que vous allez faire vivre à vos apprenants. Alors la variabilité, on ne l'introduit pas à tout va. En réalité, ce n'est pas juste varier pour varier. Il va falloir la calibrer. Donc 2 méthodes que vous pouvez presque retenir comme des tips. L'autonomie, c'est une méthode pédagogique en soi. On peut la travailler dès le départ en variant les activités. Et ces activités, on peut les varier en donnant du choix aux apprenants. Ce choix, il peut être libre, choisir le type d'activité en l'occurrence, ou les objectifs que l'on veut atteindre en priorité. Mais il peut être aussi restreint, contraint. Et c'est en variant, en jouant sur ce type d'autonomie que l'on peut mobiliser et stimuler la motivation. Deuxième méthode, les éléments de jeu, la fameuse gamification. Pareil, on entend souvent récompense et les bénéfices que l'on peut tirer de la gamification. Or, en matière de neuropédagogie, comme je vous le disais, il s'agit d'une histoire d'anticipation. Dès le début du jeu, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les informations que vous donnez dans le cadre du jeu? Eh bien, c'est là où on va pouvoir jouer sur le type et varier le type d'instruction, le timing, mais aussi les indicateurs de performance. Et tout ça se matérialise dans un parcours qui apparaît en bout à bout pour varier, pour illustrer comment on varie les expériences. Voilà. Hop là. Tu peux revenir, merci. Donc là, c'est un exemple de parcours, donc un parcours pour développer les compétences en learning and cognitive design en l'occurrence, et ça vous modélise un peu de manière très macro comment on va agencer les différentes modalités pédagogiques dans ce parcours à travers différentes séquences d'apprentissage. Et notamment, on va retrouver des séquences qui vont permettre donc l'engagement de l'apprenant. Donc, on a une première séquence en jaune à gauche avec un kick-off, avec l'engagement, et des séquences de mobilisation, ce que vous voyez dans les losanges roses, qui vont être là répétées en début de grandes séquences pédagogiques avec des modalités différentes, etc. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau macro, pour illustrer ce qu'a dit Sandrine juste avant, on va être sur cette variabilité justement des expériences d'apprentissage et des différentes modalités, mais aussi au niveau micro, donc dans la conception même des activités. Donc si je prends l'exemple du webinaire, d'un workshop, un webinaire qu'il y a au sein du kick-off, là, à l'intérieur de ce workshop, on va aussi jouer sur la variabilité des activités, sur le côté un peu ludique, et pour faire cet ancrage justement, et engager l'apprenant et lui laisser une empreinte mémorable dès le départ pour qu'ensuite tout ce qu'il va voir dans les différentes séquences va être raccroché justement à ce qu'il aura vu en amont, et on va le remobiliser régulièrement avec des activités bien sûr différentes, des choses qui vont revenir, mais aussi en créant la surprise, etc. Donc là, on a un peu une idée, voilà comment ça se modélise au niveau macro, sachant qu'après, évidemment, au niveau de la conception des ressources pédagogiques et des activités qu'on va retrouver, qu'elles soient synchrones, asynchrones, individuelles, collectives, on va pouvoir appliquer aussi ces méthodologies, la TTD ou les principes neuropédagogiques, au niveau de la conception même des ressources.
Et alors, si on a le temps encore, juste faire un dernier focus sur la dernière étape, donc qui est la durabilité, et donc qui répond à cet enjeu de comment on va permettre de construire des activités donc d'apprentissage individuel, collectif, qui vont permettre cette intégration des compétences et qui va répondre donc à l'enjeu de donner du sens aux apprentissages. Ouais, parce que donner du sens aux apprentissages, on comprend bien que c'est typiquement ce que l'on peut perdre de vue lorsqu'on est dans le cadre d'un parcours où justement on rentre dans ces phénomènes d'habituation, hein. Donc là, encore une fois, un mot d'ordre. La confiance, c'est un élément extrêmement important. La confiance en ses apprentissages, a priori la confiance en soi, mais la confiance en autrui aussi. Et comment se construit la confiance? Dans le cerveau, il y a plusieurs mécanismes, mais il y en a un qui repose justement sur cette capacité à créer, à connecter les expériences. Les expériences notamment individuelles et collectives, au service des compétences individuelles et sociales. Donc en l'occurrence, 2 types de méthodes sur lesquelles vous pouvez travailler. Au niveau des compétences individuelles et sociales, l'idée va être de trouver l'équilibre entre ces activités, entre notamment les activités individuelles et collectives, dans le cadre du synchrone et de l'asynchrone. Aurélie va vous montrer comment. Et enfin, les modalités d'évaluation. Vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler dans la matinée notamment. Le thème sera réabordé avec Humans Matter demain. Là aussi, vous pouvez travailler sur comment optimiser les modalités d'évaluation. Et à titre d'exemple, il y a 2 modalités qui sont clés pour travailler sur les compétences individuelles et sociales de manière articulée, calibrée. C'est de justement optimiser les évaluations par les pairs et les auto-évaluations. Alors pour illustrer ça dans notre parcours qui va s'afficher au fur et à mesure, encore une fois, on va retrouver à la fois donc, des activités asynchrones ou l'apprenant en autonomie, avec notamment des questionnements, au-delà des activités d'apprentissage, des questionnaires d'auto-évaluation en amont, des questionnaires qui lui permettent de prendre du recul aussi sur son apprentissage, de prendre conscience de ses apprentissages avec des séquences un peu plus réflexives. Et on va retrouver ça aussi à travers des activités collectives, et notamment en fin de parcours pour justement être dans cette durabilité et être dans cette projection sur la mise en pratique avec des séances par exemple de co-développement où là on favorise l'émergence donc de solutions par le collectif et on va faire le lien avec tout ce qu'on aura vu pendant la formation et la mise en action ensuite. Et on a aussi de manière transversale dans ces parcours alors, ce qu'on appelle la mesure de la capacité d'agir, en tout cas des questionnaires qui viennent en amont, pendant et à l'issue des apprentissages et qui visent à donner des indicateurs pour montrer l'impact en fait qu'a eu la formation sur justement les compétences du collaborateur. Et c'est surtout pour lui donner un feedback, un retour sur l'impact que ça a eu pour lui et pour qu'il ait vraiment conscience de ça et pour qu'il puisse vraiment l'inscrire dans la durée. Donc pour conclure, là c'était bref, on pourrait vraiment détailler pour chaque étape évidemment avec plein de méthodes issues des sciences cognitives et des neurosciences, mais voilà, pour vous montrer comment justement on peut allier ces expertises pour co-concevoir des formations donc, qui soient efficaces, durables et puis mesurables aussi dans le temps. Alors moi j'ai une première question que j'ai envie de vous poser justement sur cette étape de questionnement et d'engagement au départ. Il y avait s'engager et auto-questionnement. Quelle est l'importance de ce positionnement de démarrage entre cette étape et la motivation et la capacité vraiment à aller s'engager? Quelle corrélation vous faites? Est-ce que vous pouvez le creuser un petit peu plus, cette notion qui n'est pas simplement une question d'évaluation, mais vraiment de positionnement avant un parcours? Oui, c'est la question d'autopositionnement et de déjà prendre conscience dès avant du parcours de est-ce qu'on a besoin, de quelles compétences on a besoin, quelles compétences on va développer à travers ce parcours. Tout à l'heure, Sandrine parlait aussi de l'importance de donner à l'apprenant l'autonomie et des choix. C'est aussi l'occasion, cet autopositionnement, de formaliser les attentes et notamment des choix de thématiques, de parcours qui vont permettre d'adapter aussi. D'individualiser. D'individualiser à l'apprenant et que ça prenne plus de sens pour lui. Donc c'est vraiment le but de ces autopositionnements. Et qu'ils comprennent, avant même d'avoir démarré la formation, ce que ça va leur apporter et qu'ils puissent s'exprimer aussi sur ce qu'ils veulent que ça leur apporte. C'est important. Dernière question de ma part avant de vous passer le micro.
quelle est la place de l'humain là-dedans? Et quand je dis de l'humain versus le digital, dans un parcours aussi riche, avec autant d'éléments clés, est-ce que c'est l'un contre l'autre ou est-ce que c'est l'un avec l'autre? C'est jamais contre l'humain. Il est évidemment central et d'ailleurs il est au centre de nos démarches de design cognitif, parce qu'on va beaucoup s'appuyer sur l'analyse justement du profil cognitif de l'apprenant, et nos méthodes de conception s'appuient notamment sur les interactions sociales, alors peut-être que Sandrine veut compléter justement sur l'aspect humain et ce que tu disais aussi à la fin sur l'importance de la confiance en soi, uns et les autres, et de faire ces connexions et de travailler sur les interactions, c'est primordial. Ouais, si je peux rajouter quelque chose. Le digital, en réalité, c'est effectivement un outil qui va être totalement intégré dans les apprentissages. C'est pas du tout en opposition, bien au contraire. C'est un outil en soi que c'est le propre de l'ingénierie pédagogique tel que on propose de l'aborder au travers le design cognitif et la neuropédagogie. C'est comment on structure des parcours en utilisant les différentes méthodes, mais aussi les différents outils, y compris bien entendu les outils digitaux, pour venir renforcer, stimuler les différentes capacités, les différentes compétences aussi dont on a déjà parlé, y compris la motivation pour court-circuiter l'habituation. On pourrait développer sur la question qui a été posée par monsieur tout à l'heure, sur comment, un peu plus tôt, vous voulez? Allez. Monsieur avait posé la question, qu'est-ce qu'on fait face aux étudiants quand ils sont en cours, typiquement en situation, en cours de phase de décrochage, et qu'ils prennent leur téléphone pour finalement aller chercher d'autres informations, peut-être qui n'ont rien à voir avec le cours. Donc finalement, on est précisément dans une situation où les étudiants se sont habitués au cadre. Finalement, le type d'information qu'on est en train de leur donner, ça passe dans le filtre de l'habituation, ils n'y prêtent plus attention, mais le cerveau a besoin de s'alimenter, donc il va aller chercher de lui-même d'autres informations. Pourquoi ne pas utiliser cette modalité au service des apprentissages? C'est-à-dire littéralement intégrer ces outils, y compris dans le présentiel, pour orienter leur mécanique d'apprentissage en pleine situation. Rompre la modalité de formation qui est devenue monotone et sur laquelle on doit aller les remettre en tant qu'acteurs. Des questions dans la salle. J'imagine qu'il y en a plein là encore sur ce sujet. C'est le moment, il faut vous emparer de ça. On a le stand, au fait, Human Matter. Voilà, ça, vous allez pouvoir continuer à revenir en B44, mais je suis sûr que vous avez des questions aussi, là. Hop, pardon. Vous parliez de donner du sens aux apprentissages. C'est quelque chose d'assez personnel. Donc, vis-à-vis d'un groupe, comment on travaille le sens des apprentissages pour l'ensemble du groupe? Ouais. Alors d'un point de vue mécanique du cerveau, ce qui vraiment va créer du sens, en réalité, imaginez que les apprentissages, enfin n'imaginez pas, vous le vivez concrètement tous les jours, les apprentissages s'installent dans le temps. C'est vraiment des apprentissages, la plupart du temps, on les fait sur le long terme. On commence par se représenter des petits bouts qui sont en réalité les apprentissages de l'immédiat. Vraiment, un des moments clés qui va vraiment concrétiser le fait que au niveau biologique, ces expériences commencent à se connecter, c'est le fait que les différentes représentations qui vont s'activer au niveau du cerveau vont se connecter entre elles. Cette connexion, elle se fait par une mécanique de confiance. La confiance que l'on a dans chacun des petits bouts qui vient de s'allumer en quelque sorte, de s'activer dans le cerveau. Plus c'est connecté, plus on a confiance. Cette connexion, elle se crée aussi par le fait que l'on confronte nos représentations à celles du monde, à celles des autres. Donc en confrontant notre représentation à celle des autres, typiquement dans des activités collectives, et en travaillant sur des compétences sociales, puisqu'on sera typiquement dans des compétences de communication et d'échange, pour parfois se construire un sentiment d'appartenance et de culture, dans ces contextes-là, on est en train de renforcer la confiance en soi, aux autres, et d'affiner ces connexions au niveau du cerveau entre différentes aires qui fonctionnent sans quoi, de manière un petit peu désynchronisée, et qui attendent que d'être connectées entre elles. Bien, mais... allez, il y a le temps pour encore une question. J'essaye. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir par rapport au parcours qui est développé par rapport aux formations diplômantes et certifiantes, puisque là, on peut émettre l'hypothèse d'être une formation continue entreprise dans le développement des compétences,
Mais par rapport aux formations diplômantes et certifiantes, est-ce qu'on peut se dire qu'en reprenant le même schéma et en intégrant des situations probantes, on y arrive? Oui, c'est pas incompatible, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé? Alors, on met en place En fait, il y a plusieurs typologies d'évaluation qu'on peut mettre en place, et notamment des évaluations certifiantes avec des process d'assessment ou d'évaluation qui sont plus poussés. Alors là, c'est pas le cas dans ce parcours-là, parce qu'en effet, il n'est pas encore certifiant, mais c'est pas du tout incompatible avec ce type d'évaluation, tout à fait. Et la dernière question. Vous parlez notamment de remettre donc l'humain au centre du parcours et de l'élaboration des formations. Moi, ce que je voulais savoir, c'était justement la place de la recherche et potentiellement du test auprès de panels, donc soit en individuel, en qualitatif, ou peut-être en focus group, ou voilà, des choses. Je ne sais pas si c'est des techniques que vous intégrez, peut-être vous parlez de mesures aussi de l'impact. Tout à fait. Alors, on est en train de mettre en place, en effet, l'observatoire dynamique. Donc ça, je vous invite à poursuivre sur ce sujet-là. Mais concrètement, en phase de design, en préconception, on a des méthodes et ce qu'on appelle les objets cognitifs qui nous permettent d'aller creuser justement. C'est très inspiré des méthodes de design thinking. On va utiliser des personas, on va utiliser des techniques d'interview, etc. Et on a construit ce qu'on appelle la cognitive map, qui vient chercher en fait dans les différentes disciplines des sciences cognitives et qui vient interroger ce qui pousse à agir en fait les apprenants. Et on a donc une méthodologie qui permet en effet d'interroger cela. Et voilà. Merci, je pense qu'on va conclure là-dessus. On peut vous applaudir parce que c'était encore très très instructif. Merci beaucoup.